Bonjour et bienvenue sur la chaîne Micronutrition en capsule. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo dans la série L'alimentation fonctionnelle. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du gras, des graisses, des lipides, des acides gras. Alors tout d'abord, un lipide, c'est un macronutriment au même titre que sont les protéines et les glucides. Classiquement, on va distinguer les acides gras en fonction de la présence ou non de double liaison dans leur chaîne carbonée. On aura donc des acides gras sans double liaison, qui sont donc saturés, ils sont appelés acides gras saturés. Et à côté, on aura des acides gras insaturés qui ont des doubles liaisons. S'ils ont une double liaison, ils sont appelés des acides gras monoinsaturés. Et s'ils en ont plusieurs, ils sont appelés des acides gras polyinsaturés. Alors, les acides gras saturés, tout d'abord, on les trouve dans les produits animaux en général. Donc, dans tout ce qui est viande, charcuterie, produits laitiers. On en trouve également dans quelques rares huiles végétales, celles qui sont solides à température ambiante, mais c'est plutôt anecdotique. Donc, vraiment, globalement, il faut retenir que c'est principalement dans les produits animaux. Les acides gras monoinsaturés se trouvent dans des végétaux comme l'avocat, dans l'olive, ou l'huile d'olive aussi du coup, et dans les oléagineux, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, toutes les noix en général. À côté de ça, on a donc des acides gras polyinsaturés. On va distinguer les oméga 6 et les oméga 3 et on en parlera un petit peu plus tard. Alors, à quoi servent nos acides gras? Eh bien, ils ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, un rôle structurel. Effectivement, les acides gras vont rentrer dans la composition de toutes nos membranes cellulaires. C'est le principal constituant de nos membranes cellulaires. Et suivant la nature des graisses que l'on consomme, on va avoir des cellules plus ou moins rigides ou plus ou moins déformables. Si je consomme beaucoup d'acides gras saturés, ou d'acides gras trans, on en reparlera à la fin de la vidéo, j'aurai des membranes cellulaires rigides, indéformables, qui auront du mal à communiquer. Si je mange beaucoup d'acides gras insaturés, mono et tout particulièrement les polyinsaturés, j'aurai des membranes cellulaires très souples, très déformables, très communicantes. Donc, par exemple, si mon neurone a beaucoup d'acides gras polyinsaturés et monoinsaturés, ils vont être très déformables, ils pourront facilement déverser leurs neurotransmetteurs, les réceptionner, communiquer, faire transmettre le message aux neurones suivants. J'aurai donc une bonne fonction cognitive, une bonne concentration, vigilance, mais également une bonne humeur. Deuxième rôle des acides gras, le rôle énergétique. 1 gramme de gras, c'est 9 kilocalories quand même. Alors que 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. 1 gramme de protéines, c'est 4 kilocalories. C'est plus de 2 fois calorique que les sucres et les protéines. Et c'est ce qui est en grande partie responsable de la diabolisation du gras. Alors que, pas du tout, on a vu dans la précédente capsule vidéo que celui qui est responsable de la prise de poids, c'est l'insuline. Donc ce sont les sucres, c'est l'insuline qui vous fait grossir quand vous mangez des aliments à charge glycémique élevée. Quand je dis sucre, c'est pas tout à fait vrai, vous m'avez bien compris, ce sont tous les aliments à charge glycémique élevée. Et donc, au contraire, les graisses, ce sont de très bons substrats énergétiques à condition de les apporter comme il faut, comme on voit au cours de cette vidéo. Donc, il faut comprendre que plus un acide gras a de doubles liaisons dans sa chaîne carbonée, plus il est facilement oxydable par nos chaudières énergétiques, par nos mitochondries. Donc, ça veut dire que plus il va être facilement brûlé par nos chaudières. Donc, on ne va pas le stocker et on fabriquera plein d'énergie. Donc les acides gras polyinsaturés, tout particulièrement les oméga 3, sont d'excellents substrats énergétiques. Troisième rôle des acides gras, c'est un rôle de modulateur de l'expression des gènes. Rien que ça. Par exemple, les oméga 6 vont favoriser l'expression des gènes qui codent pour la lipogénèse, donc ils vont favoriser plutôt le stockage du gras. Tandis que les oméga 3 vont favoriser, attention, l'expression des gènes qui codent pour la lipolyse. Donc oui, en mangeant des oméga 3, vous mangez beaucoup de calories, mais qu'on a vu qui étaient brûlées très facilement et qui en plus favorisent l'utilisation du gras, le déstockage du gras. Vous favoriserez la lipolyse. Argument choc quand même.
Quatrième rôle que l'on va voir, il y en a d'autres mais on ne pourra pas être exhaustif dans cette vidéo. Donc quatrième rôle sur lequel on va insister un peu plus, c'est le rôle des acides gras dans leur fonction de modulateur de l'inflammation. Et donc on va tout particulièrement s'intéresser pour ce rôle-là, on va se pencher sur le rôle des oméga 6 et des oméga 3. Alors, les oméga 6 et les oméga 3 sont donc des acides gras polyinsaturés. Mais sachez qu'il n'y a pas qu'un oméga 6 ou un oméga 3, il y en a plusieurs. On trouve les oméga 3 et les oméga 6 à courte chaîne dans des huiles végétales. Du côté des oméga 6 d'abord, l'acide gras oméga 6 à courte chaîne est appelé acide linoléique et on le trouve dans l'huile de tournesol, de pépins de raisin, de maïs, de soja et de germes de blé par exemple. Cet acide linoléique peut être métabolisé dans notre corps, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en plusieurs acides gras, puis devenir de l'acide arachidonique, qui est l'oméga 6 à longue chaîne. Cet acide arachidonique est très pro-inflammatoire, puisqu'il est précurseur de médiateurs pro-inflammatoires, mais également pro-allergiques, vasoconstricteurs. Cependant, la métabolisation de l'acide linoléique en acide arachidonique se fait très très mal. Donc, mon acide arachidonique, je le trouve quand même essentiellement dans mon assiette. D'où provient-il? Eh bien, des graisses animales, produits laitiers, viande, charcuterie. Dans les mêmes sources où on trouvait des graisses saturées. Donc, généralement, dans les graisses animales, on trouve beaucoup de saturés et beaucoup d'oméga 6 acide arachidonique. Donc, les viandes, produits laitiers, charcuterie ont un profil en lipidique plutôt vraiment pro-inflammatoire. Du côté des oméga 3, on a la même configuration, début de chaîne, courte chaîne, on les trouve dans les huiles végétales, c'est l'acide alpha-linoléique, on en trouve dans l'huile de colza, de lin et de cameline. Ils vont se transformer aussi dans le corps en EPA-DHA, mais ils vont se convertir très partiellement, tout comme les oméga 6, ces opérations biochimiques sont très limitantes, donc on en fait très peu à partir des huiles végétales. Et cet EPA-DHA sont précurseurs aussi de médiateurs anti-allergiques et anti-inflammatoires et plutôt vasodilatateurs. Mais donc on a dit que l'EPA et le DHA qui sont anti-inflammatoires, on en fabrique très peu à partir des huiles végétales. Donc il faut alors les apporter dans l'alimentation pour bénéficier de cet effet-là. Et on les trouve dans les poissons gras. Donc on retient globalement que les oméga 6 sont pro-inflammatoires, surtout les longues chaînes qui se trouvent dans les produits animaux. Et les oméga 3 sont plutôt anti-inflammatoires, enfin pour être exact, ils vont plutôt moduler fortement l'inflammation, ils sont plutôt modulateurs, ils ne vont pas bloquer l'inflammation comme le feraient des anti-inflammatoires médicamenteux. Et donc, les plus anti-inflammatoires, ce sont qu'on trouve les longues chaînes qu'on trouve dans les poissons gras. Donc en pratique, que recommander à nos patients? Eh bien, on va d'une part recommander de plutôt limiter les oméga 6 et les graisses saturées, donc on trouve globalement dans les produits animaux. Alors ça ne veut pas dire arrêter. Quand on dit de diminuer, il faut bien sûr d'abord s'interroger sur quels sont les apports de notre patient. S'il n'en mange pas beaucoup, on ne va pas lui recommander de diminuer. Mais s'ils en mangent effectivement quotidiennement, il y aura vraiment un grand intérêt à les diminuer. Donc concrètement, votre assiette doit contenir environ 3/4 de végétaux pour 1/4 de produits d'origine animale. Il y a beaucoup de personnes qui font plutôt l'inverse. Et dans le quart animal, il doit y avoir et des viandes et des poissons. Alors dans nos recommandations, on ne va pas s'arrêter à ça, on va également informer que suivant la nature de la viande que vous consommez, elle contiendra un profil lipidique complètement différent. Si votre vache est nourrie sur l'herbe qui contient des oméga 3, elle aura un profil lipidique plus favorable. De la même façon, si le cochon est nourri qu'avec des céréales, soja, maïs, comme c'est le cas la plupart du temps, il aura un profil plus inflammatoire que si on rajoute des graines de lin, oméga 3 dans son alimentation. De la même façon pour les œufs des poules ou pour le poulet. Et donc,
On va parler de l'importance de bien choisir ses sources de produits animaux, donc plutôt favoriser la vente à la ferme quand on sait comment l'animal a été nourri. Et puis autrement, il y a la filière bleu blanc cœur qui est très intéressante également. Donc on y trouve des œufs, du poulet, du lait, du beurre. Vous pouvez trouver, suivant les magasins dans lesquels vous fréquentez, on peut en trouver plus ou moins de grandes quantités. Alors, on va à côté de ça recommander à notre patient d'augmenter les apports en oméga 3. Donc, moi, ce que je fais classiquement, c'est que je recommande de consommer 2 à 3 cuillères à soupe d'huile par jour. Donc, en utilisant des huiles oméga 3, par exemple colza ou éventuellement un peu lin. Mais le lin et la cameline, ce sont des huiles très oxydables. Il faut bien les conserver au frigo. La bouteille bien fermée, la consommer assez vite. Donc, frigo obscurité. Et dans des bouteilles non transparentes, en verre. Pas de plastique avec les huiles, c'est très important parce que les huiles relarguent tout ce qui est phtalate, tout ce qui est perturbateur endocrinien du plastique. Donc 2 à 3 cuillères à soupe d'un mélange d'huile. Moi j'aime bien recommander par exemple un mélange olive-colza ou olive-colza-lin. L'huile d'olive c'est un monoinsaturé mais il reste très intéressant pour sa richesse en polyphénol. Donc 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Concrètement, pour que ce soit appliqué, ce que je recommande, c'est de déverser directement dans l'assiette au moment de passer à table. Il ne faut pas faire cuire ces huiles, ce ne sont pas des huiles de cuisson. À côté de ça, on va recommander de consommer des poissons gras, mais des petits poissons gras, début de chaîne alimentaire. Si vos patients consomment du thon, de l'espadon, qui sont effectivement des poissons gras, qui seront riches en oméga 3, EPA, DHA, mais ils seront très riches aussi en métaux lourds et autres polluants. Effectivement, ils auront cumulé tous les métaux lourds et les polluants de toute la chaîne alimentaire. Donc plutôt début de chaîne alimentaire, donc il s'agit principalement de la sardine, maquereau, anchois, hareng. Le saumon contient pas mal de mercure, mais pas mal de sélénium aussi, donc ce qui s'équilibre, mais cependant il est essentiellement nourri avec des céréales oméga 6, ce qui est une totale aberration, on est bien d'accord. Donc il aura plutôt un profil qui se ressemble à de la graisse de porc que de sardine. Si on prend un bio qui respecte plus l'alimentation naturelle, on va dire, du saumon, il contient malheureusement plus de mercure. Donc c'est un peu la peste ou le choléra. Donc à prendre occasionnellement, pourquoi pas, plutôt sauvage, bien qu'il sera toujours quand même pollué. Mais donc saumon, pourquoi pas, mais je ne le compte pas dans ces 300 grammes de poissons gras que je recommande par semaine. Donc 300 grammes de petits poissons gras par semaine. C'est pas suffisant pour tout le monde. Certaines personnes qui souffrent d'inflammation, d'allergie devront se complémenter avec des huiles de poisson de qualité parce qu'on ne pourra pas augmenter ses apports en petits poissons gras, sinon on va les intoxiquer au mercure. Donc on aura parfois à faire appel à des huiles de poisson de laboratoire de qualité. J'insiste sur ce critère parce qu'il faut qu'elles soient non oxydées et qu'ils aient enlevé les métaux lourds et autres polluants, détoxifiés. Les femmes enceintes, malheureusement, qui ont besoin de tout ce qu'il y a dans des petits poissons gras, le iode, le sélénium, le zinc, le PA, le DHA, c'est une merveille pour la femme enceinte, mais elles sont surtout très sensibles au mercure et autres perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans ces poissons gras. Donc malheureusement, on est amené de plus en plus à diminuer cette ration autour de 100 grammes par semaine, ce qui est une véritable catastrophe. Donc moi, je complémente toutes mes femmes enceintes avec de l'huile de poisson en plus de ces 100 grammes de petits poissons gras par semaine. À côté de ça, on va également diminuer les acides gras trans. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais ce sont des acides gras qui sont insaturés, mais qui ont été hydrogénés par l'industrie agroalimentaire pour les rendre rigides. Ce sont donc des acides gras qui deviennent rigides, rectilignes, qui vont donner des membranes rigides et qui participent à la genèse des maladies neurodégénératives, des maladies du cancer, enfin de toutes les maladies chroniques en général. Donc, ceux-là, on les trouve dans tout ce qui est biscuits, gâteaux, viennoiseries industrielles qui sont à limiter, bien sûr. Et on va laisser une belle place pour l'apport d'acides gras monoinsaturés, donc olives, avocats, oléagineux, garderont une belle place dans une alimentation santé. Alors là, vous devez vous dire « Ah, mais elle me dit de manger 2-3 cuillères à soupe, tous ces aliments, mais combien de calories vais-je manger ?» Et oui, si vous faites un régime restrictif, si vous êtes conditionné pour apprendre à calculer les calories, à les cumuler, si vous faites, pour ne pas citer des régimes comme de type Weight Watcher, qui sont loin d'être les pires, eh bien oui, vous allez vous rendre compte que si vous respectez ça, vous ne pourrez plus rien manger d'autre.
On s'en fiche des calories, ou presque en tout cas. Ce qui est important, c'est une alimentation fonctionnelle qui respecte tous les principes que l'on va voir au cours de ces différentes vidéos. Mais effectivement, dédiabolisons le gras. On doit informer du coup pour inciter nos patients à manger mieux gras. Il faudra vraiment insister sur le fait que le gras n'est pas le grand méchant, qu'on s'est trompé de grand méchant. Au contraire, apporter du gras dans votre assiette aura un effet satiétogène. Vous aurez moins faim, moins rapidement. De la même façon, les graisses, on l'a vu dans la capsule vidéo précédente, vont diminuer la charge glycémique de mon assiette. Donc je produirai moins d'insuline quand je mange du gras dans mon assiette. Et on a vu que c'était l'insuline qui faisait grossir, donc je grossirai moins. Par ailleurs, on a vu que les oméga 3 favorisent la lipolyse en travaillant sur l'expression du gène pour la lipolyse. Donc ça, c'est quand même un argument de choc. On a vu également que les acides gras, plus ils ont de double liaison, plus ils font de l'énergie, donc moins les stocks. Donc vive les oméga 3, mais aussi les monoinsaturés. Et enfin, les oméga 3, quand ils intègrent la membrane cellulaire, font des membranes très communicantes, très fluides. Donc on aura une meilleure fonction cognitive, moins de compulsions alimentaires parce qu'il y a une meilleure sérotonine. Et on aura aussi une meilleure sensibilité à l'insuline, donc on aura besoin de produire moins d'insuline pour normaliser notre glycémie. Donc, le message à retenir, le message que je veux vraiment que vous reteniez et que vous communiquez sur ce message, c'est dédiaboliser le gras, ce n'est pas un grand méchant. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est manger mieux gras. Alors j'espère vraiment que le message est passé, j'y tiens vraiment beaucoup et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Je pense que la prochaine fois on parlera de la chronobiologie alimentaire, vraiment un de mes sujets favoris. Peut-être qu'on fera 2 capsules vidéo sur ce sujet qui est vraiment un grand sujet. Alors pour nous encourager à continuer à faire ces vidéos, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à notre chaîne, vous serez informés des prochaines sorties vidéo. Merci, à très bientôt.